c'est très hypocrite. On ne détruit pas les vies des gens après pour venir parler de visage humain. Le chef de l'État devait ordonner l'arrêt de ces déguerpissements. Les réparations avant de poursuivre en respectant maintenant les textes. Nous recevrons aujourd'hui une grande dame de la société civile ivoirienne, Pulchérie Balé. Elle est la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une grande dame. Oui, moi je suis très contente parce qu'on va parler effectivement des déguerpissements, mais ça fait du bien de voir des femmes activistes en Côte d'Ivoire qui ne lâchent rien. Alors Madame Pulchérie, bienvenue dans le Cocorico. Bonjour, merci beaucoup. Alors, moi ma première question pour vous, ce sera en tant que présidente de l'ONG Initiative Citoyenne, Alternative Citoyenne, pardon, quand vous avez entendu parler des déguerpissements, quel a été votre premier réflexe, votre première pensée? Bonjour à tous les auditeurs. Ma première pensée, ça a été encore. Parce que justement, c'est pas la première fois que ça se passe. C'est depuis 2014 que dans le cadre du plan Orsec, ils ont commencé avec ces déguerpissements abusifs. Oui. Alors justement, parlant de déguerpissement. Beaucoup de victimes qui ne sont pas encore entrées dans leurs droits et on en rajoute. Voilà, alors Pulchérie Balé vient de fonder justement une coalition d'ONG de déguerpis et de menacés de déguerpissement. Justement, quelles sont les motivations de cette coalition qui a été fondée et quels sont les principaux acteurs de cette coalition? Ok, les acteurs de cette coalition, ce sont les victimes, anciennes comme nouvelles, les menacés de déguerpissement, puisqu'il y a un programme qui a été annoncé, et puis des ONG qui se soucient du bien-être de toutes ces populations-là. Voilà. Et l'objectif de cette coalition, c'est de fédérer toutes les capacités de tous ceux qui sont touchés par ces questions-là pour une lutte beaucoup plus efficace, pour une synergie d'action. Voilà un peu. Alors, la coalition a commencé justement à recenser, selon les informations, les personnes affectées pour leur permettre justement de demander des indemnisations, de faire des recours en justice. Aujourd'hui, à combien sommes-nous de personnes recensées et quelles sont les actions justement dans les jours à venir envisagées pour que ces personnes-là rentrent dans leurs droits? On n'a pas de chiffres, les chiffres totaux, mais d'après les recensements qui sont déjà effectués, au niveau de ceux de 2014-2015, il reste encore 141 personnes à indemniser. Au niveau de ceux de Port-Boué, en 2018, vous avez vu ceux qui dormaient au cimetière. Il y a 429 familles, aucune n'a été indemnisée. Au niveau de ceux de 2021, à Koumassi, il y avait 237 familles. Elles n'ont pas aussi été indemnisées. Il y a 145 qui sont dans une procédure judiciaire. Au niveau des déguerpis de 2024, là, à GESCO, ils ont recensé... GESCO, il y a plusieurs groupes. Voilà, on a ceux de Pays-Bas. GESCO Pays-Bas, pour l'instant, ils ont recensé 112 propriétaires de bâtis et 4 propriétaires de terrains nus, mais ils n'ont pas encore fini. Au niveau de Banco 1, le village de Banco 1, là-bas, ils nous ont dit qu'ils ont 303 propriétaires de bâtis, mais ils n'ont pas encore fini. Et là, je ne vous parle même pas des locataires. Parce que quand ça se passe comme ça, les gens s'en vont. Il faut que ce soit maintenant les propriétaires qui disent qui étaient leurs locataires et autres. Il y a aussi 133 éleveurs dont les fermes ont été détruites à GESCO Rivière sans qu'ils n'aient été avertis. Donc, encore moins indemnisés. Et il y a des groupes même pour les projets, parce que vous savez, il y a deux types on va dire, de déplacement. Quand c'est dans le cadre d'un projet formel financé par des bailleurs, où on demande à l'État de mettre l'emprise à disposition, comme c'est le cas pour, comment on appelle ça, le 4e pont, voilà. Normalement, là-bas, on respecte des procédures. Mais malgré cela, il se trouve que le 4e pont est achevé, il est mis en service, mais il y a encore 5% des personnes affectées qui ne sont pas encore indemnisées. Voilà.
Donc, c'est assez grave ce qui se passe. Alors, vous avez justement énuméré des vagues successives de déguerpissement. J'y arrive depuis donc des années. Oui. Et vous nous dites que plusieurs personnes, justement, dans ces catégories n'ont pas encore été indemnisées. Oui. D'où vous vient donc cet espoir que cette vague sera indemnisée si tant est que, depuis longtemps, les victimes ne sont pas indemnisées? Bon, nous, c'est notre rôle d'interpeller l'État lorsque les droits ne sont pas respectés. Voilà, et donc l'espoir, il est dans la lutte que nous menons, il est dans la solidarité aussi que nous espérons autour de cette lutte, mais il est surtout dans l'espoir que les gouvernants vont se ressaisir, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Normalement, le développement est censé améliorer les conditions de vie des populations. Absolument. Donc, et on parle aussi de lutte contre la pauvreté. Dans le gouvernement même, il y a un ministère qui est dédié à cela. Donc, on ne peut pas comprendre que ce soit le gouvernement lui-même qui soit à la base d'une précarisation des conditions de vie de populations censées déjà être pauvres. Lors de 2014 que les déguerpissements abusifs ont débuté jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous vous approchez des populations déguerpies ou menacées de déguerpissement, quelles sont les différentes étapes pour les aider après le recensement? Ok, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, c'est important de préciser que si on voulait vraiment préserver les droits des populations, l'idéal aurait été que le recensement se fasse avant le déguerpissement. Parce qu'après le déguerpissement, il est vraiment difficile de reconstituer toute la base des personnes affectées. Donc, quand nous allons vers ces populations, en ce qui concerne les victimes, on leur demande quand même de faire le recensement et puis d'écrire aux autorités. Parce qu'avant le déguerpissement, évidemment, il n'y a pas de dialogue. On les surprend. Voilà. Donc, il faut ouvrir le dialogue avec les autorités pour entrer dans ces droits. Donc, on leur demande d'écrire en adressant toutes les listes et puis on les suit dans le suivi de ces courriers-là. Est-ce qu'on les reçoit? Est-ce qu'on les reçoit pas? Quand on les reçoit, on les accompagne parce que les populations ne sont pas toujours informées de leurs droits et puis elles n'ont pas toujours du répondant face aux autorités. Donc, on les accompagne dans toutes les démarches qu'il faut. Et quand on se rend compte qu'il n'y a pas d'issue, on emprunte la voie judiciaire, carrément. Voilà. Alors, maintenant, allez-y. Oui, maintenant, pour ce qui concerne les menacés de déguerpissement, on leur conseille de faire un recensement. Déjà, c'est important. Les logements, les commerces, enfin tout. Et puis, s'ils en ont les moyens, on leur conseille de procéder déjà à l'expertise de leur bâtiment. Parce que quand on a fini de casser, après, c'est difficile de reconstituer. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire des expertises, on leur conseille de prendre des photos de leur bâtiment, enfin, ce qui peut permettre à un expert après de faire des calculs. Et on leur demande d'ouvrir aussi le dialogue avec les autorités pour négocier parce que malheureusement, tous ces déguerpissements-là se font toujours en pleine année scolaire. On ne comprend pas pourquoi. Et donc, il faut négocier avec les autorités, d'abord sur un délai pour que l'année scolaire finisse. Parce que on a vu dans le cas de GESCO, quand l'école Charles-Hélène a été cassée, ils sont allés casser Banco, ils ont laissé l'école. Mais quand les parents et les enfants ne sont plus là, qui va dans cette école? Aujourd'hui, l'école de Banco est habitée par des déguerpis qui ne savent pas où aller. Voilà. Donc, on demande de négocier pour qu'on leur laisse le temps jusqu'à la rentrée et entre-temps, de discuter sur les conditions de leur départ. Et dans tout ça, on les accompagne vraiment dans toutes ces démarches. Alors, à bien vous écouter, pour ces victimes-là, il s'agit de deux catégories. Certaines sont détentrices de ACD ou d'autres papiers, et d'autres sont simplement locataires. Et donc, dans ce cas de figure, ces personnes-là n'ont pas d'indemnisation à demander. Pourtant, elles sont victimes, justement, de ce déguerpissement. En fait, il n'y a pas deux catégories. Il y en a plusieurs. Il y a les propriétaires de bâtis non résidents. Ça veut dire que vous avez construit votre maison, mais vous n'y habitez pas. Vous la mettez en location ou bien bon, c'est la famille qui est là-bas. Il y a les propriétaires de bâtis résidents. Vous avez construit votre maison, vous y habitez. Il y a les locataires, ceux qui louent les maisons. Et parmi les propriétaires de bâtis, il y en a qui sont détenteurs de droits de propriété et d'autres non. Dans tous les cas, tout le monde doit être indemnisé. Parce qu'il faut faire la différence entre le droit positif et les droits de l'homme.
dans le droit positif, on dira que ceux qui ne sont pas détenteurs de titre de propriété ne devraient pas être indemnisés. Mais quand on prend les droits de l'homme, et là on parle maintenant de dignité humaine, même ceux qui n'ont pas de droit de propriété, ils ont une certaine légitimité. Pourquoi? Tout simplement parce que une ville, en principe, répond à un plan. Et ce plan-là est sous la responsabilité du gouvernement, à travers le ministère de la Construction, mais aussi les mairies. Donc, quand il y a des zones qui ne devraient pas être constructibles, qui ne devraient pas être habitées, qui sont habitées, il y a une responsabilité de la part du gouvernement quand on a laissé ces populations-là s'installer. Il y en a qui sont là depuis des décennies, qui payent les impôts, qui payent, qui vivent là. Et puis, parce que ces populations sont là, on construit des écoles, on construit des hôpitaux. Donc, ça veut dire que l'État a finalement accepté que les gens soient là. Donc, est-ce qu'on peut détruire la maison de quelqu'un comme ça, sans rien lui donner, simplement parce qu'il n'a pas de papier, alors que bien que n'ayant pas de papier, on l'a laissé là. Souvent même, pendant que les gens construisent, on met des inscriptions pour les empêcher de continuer, mais ils continuent, ils terminent. Donc, il y a une complicité des agents de l'État dans le fait que ces quartiers-là soient habités. Du coup, il faut indemniser tout le monde. Et vous savez, quand il y a ce genre de déguerpissement abusif, on n'en parle pas, mais il y a beaucoup de gens qui meurent de AVC. Parce que s'il y a des gens qui n'avaient pas grand-chose, il était chauffeur, il était ouvrier, il s'est débrouillé pour avoir un terrain, il a construit sa vie là. Bon, pour lui, c'est tout ce qu'il a en fait. Voilà, donc, du point de vue des droits de l'homme, tout le monde doit être indemnisé. Justement, parlant de droits de l'homme, l'Observatoire du barreau et le Conseil national des droits de l'homme ont demandé tous deux justement l'arrêt pur et simple de cette opération de déguerpissement. Est-ce que vous partagez justement cet avis et si oui, est-ce que vous avez entrepris des démarches vers ces structures pour fédérer justement vos actions? Merci beaucoup. Permettez-moi de profiter de votre antenne pour remercier justement le barreau et le CNDH, parce qu'effectivement, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Il y a lieu d'arrêter avec tout ça, faire un point, indemniser les victimes, et si on est obligé de poursuivre, le faire dans le respect des normes. Parce que, je le rappelle encore, l'article 11 de notre Constitution, qui est notre loi fondamentale, qui est au-dessus de nous tous, dit que le droit au logement doit être garanti pour tous. Et que lorsque, pour cause d'utilité publique, le gouvernement ou l'État doit prendre un site, il doit y avoir une indemnisation préalable. C'est écrit noir sur blanc. Préalable et juste. Donc, ces déguerpissements-là sont anticonstitutionnels. C'est tout à fait donc normal que des avocats et le CNDH prescrivent que cela s'arrête. C'est vraiment ce qu'il y a lieu de faire. Alors, des mesures ont été annoncées suite au dernier Conseil des ministres par le gouvernement et par les ministres eux-mêmes. Que pensez-vous de ces mesures par rapport au dernier déguerpissement? Et est-ce que pour vous, ce sont des mesures réalistes et suffisantes? Merci beaucoup. En fait, ces mesures-là ne sont ni réalistes ni suffisantes. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas tenu compte du contexte. Elles n'ont pas tenu compte des préjudices que les populations ont. C'est justement pour réparer ces préjudices. Mais il vaut mieux ne même pas en commettre. Et c'est ce que je disais la dernière fois à la télévision. Tous ces agents des ministères-là, ils sont informés des procédures. Je vous ai cité l'article 11, mais on a des textes, notamment il y a un décret de 1930. Donc depuis même avant l'indépendance, les gens savaient qu'il fallait indemniser les gens avant de les exproprier. Et donc, il y a un problème de volonté politique. Il y a un problème de volonté politique. On aurait pu éviter toute cette situation. Donc, pour revenir à votre question, la mesure 1 dit que on va donner 250 000 pour le relogement de ces populations. Mais vous connaissez aujourd'hui le coût de la vie à Abidjan. 250 000 là, c'est la caution de quelle maison? Pour des familles nombreuses qu'on a déplacées, c'est forcément dans un autre quartier précaire qu'elles iront s'installer. Quartier précaire qui est prévu pour être détruit aussi. Donc ça veut dire que non seulement l'argent ne suffit pas, mais l'État est en train de gaspiller. Parce que les gens vont aller encore là où on ne veut pas qu'ils aillent.
Cette opération, l'État l'a annoncé d'un coût total de 18 milliards quand même de francs CFA. 18 milliards, c'est très peu. C'est très peu. C'est pour ça que je dis qu'il aurait mieux valu ne pas procéder ainsi. Parce que le drame, c'est qu'on déguerpit ces populations, on détruit leur vie et dans l'immédiat, on ne fait rien sur ces sites. Dans l'immédiat, on ne fait rien sur ces sites. Ça veut dire qu'on aurait pu prendre le temps de laisser ces populations-là partir tranquillement. Et mieux penser le plan. Voilà. Donc là, on parle de relogement de ces populations-là, mais il n'y a pas de précision sur quelle catégorie on prend en charge dans ce relogement-là. C'est-à-dire que non seulement le montant n'est pas suffisant, mais le relogement, est-ce que c'est pour les locataires? Parce qu'eux aussi, ils ont été lésés. Même s'ils ne sont pas propriétaires de bâtis, en pleine année scolaire, on vient demander à quelqu'un de partir, c'est un préjudice. Donc, est-ce que c'est toutes les catégories qui sont concernées par ce relogement? Parce qu'on en arrivera tout à l'heure quand on va parler du point 5, mais on n'a pas pris en compte les commerçants. Je vous parlais des éleveurs, les 133 éleveurs de Gesco Rivière. Ils sont installés sur un site qui ne leur appartient pas parce que c'est la Sceaux d'Effort qui les y avait installés. Mais ce n'est pas l'État qui a financé leur commerce. Il y en a qui ont pris des crédits auprès de leur banque pour investir. Il y a des retraités parmi, il y a des handicapés parmi. Et subitement, on vient détruire leur ferme sans les prévenir. Ils ont négocié une semaine, ils ont refusé. Et moi, mais ça fait plus d'une semaine que ce site a été détruit, on n'y a rien fait. Ça veut dire qu'on aurait pu leur laisser le temps de déplacer leurs animaux. Et là, il y a des animaux qui sont morts, il y a des animaux qui se sont échappés, ils ont tout perdu, voyez-vous. Donc, cette affaire de 250 000 pour le relogement, là, il n'y a pas que le relogement, il y a aussi les activités. Le deuxième point nous dit qu'on va aider les détenteurs de droits là, à acquérir de nouveaux sites. Là aussi, on espère que ce sera des sites qui auront les mêmes dimensions que les terrains qu'ils ont perdus. On parle de 75 et 100 mètres. Non, ça c'est la troisième mesure. D'accord, très bien. Dans la deuxième mesure, on dit qu'on va aider les détenteurs de titres à acquérir de nouvelles parcelles en pleine propriété. Donc, si j'ai perdu un terrain de 500 mètres carrés, il faudrait qu'on me donne aussi un terrain de 500 mètres carrés. Donc, tout ça, ce n'est pas précisé. Dans la troisième mesure, on parle maintenant de ceux à qui on va donner 75 à 100 mètres carrés pour s'installer. Là aussi, on suppose qu'il ne s'agit pas des détenteurs de titres puisqu'on en a parlé plus haut. Mais là, même s'il s'agit de ceux qui n'ont pas de titre, vous imaginez que j'avais 500 mètres carrés, je vivais là avec une dizaine de personnes. Quand on me donne 75 à 100 mètres carrés, là, c'est pour construire quoi? Pour vivre là avec combien de personnes? Il y a un problème aussi. Et on ajoute qu'on va leur faire payer 10 000 francs par mois pendant 20 ans ou 25 ans. Ça renvoie à quoi? Déjà, le terrain dont vous m'avez dépossédé, là, je l'ai payé. Je l'ai payé. Là, je viens payer, là, c'est pourquoi encore? Donc, c'est comme si l'État a pris leur terrain et il vient leur vendre encore un autre terrain qui n'est même pas à la dimension du terrain qu'ils ont perdu. Donc là, il y a une injustice. Voyez-vous? Le quatrième point dit qu'on va donner 1 million pour construire. Avec 1 million, là, si ce n'est pas une baraque, là, qu'est-ce qu'on construit? Et on dit que c'est une avance, en fait. Bon, le reste, là, ça vient quand? Il y a un problème. Il ne faut pas donner des mesures juste pour apaiser la situation. Il faut que ce soit vraiment utile et réaliste. Et là, il y a un problème. On ne peut pas construire une maison digne de ce nom avec 1 million sans savoir dans quel délai on a le reste. La cinquième mesure dit qu'on va aider les sans-emploi. Bon, vous n'avez pas fait de recensement avant de déguerpir les gens. Là, vous allez voir que ça sera encore une occasion pour les fraudes. Comment on identifie les sans-emploi qu'on a chassés? Si on avait fait un recensement avant, les catégories seraient plus claires, ce serait plus facile de prendre des dispositions. Mais là, comment on les identifie? Et puis, quand on regarde ces 5 mesures-là, on se rend compte qu'on a oublié les commerçants. Parce que dans ces quartiers-là, il y avait des gens qui vivaient de leur commerce, qui ont été aussi détruits. Ceux-là, comment on les indemnise? On ne les voit pas dans ces 5 mesures. Et on n'entend aucune organisation de commerçants se plaindre. Alors que ces commerçants-là, ils ont des cartes professionnelles, ils ont une mutuelle. Normalement, ils sont en droit d'être protégés. On ne parle pas
de commerçants. Donc, il y a un problème. On ne parle pas non plus des équipements, hein, parce que tout ce qu'on a cité là, même les écoles là, quelle est leur part dans tout ça? Donc, il y a un problème au niveau de toutes ces mesures-là qui sont incomplètes. Alors, Pulcher Balé, vous dites justement que ces mesures sont insuffisantes, mais c'est déjà un pas en avant du gouvernement. Non, mais ce n'est pas un bon pas. Le pas là, il sert à quoi? Mettez-vous un peu à la place de ces gens et puis vous comprendrez. Il sert à quoi? Comme je le disais, je l'ai déjà dit, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas prévenu. Et parce qu'ils n'ont pas prévenu, les gens n'ont même pas eu le temps de sauver quelque chose. Même les fameux titres dont on parle là, il y en a qui n'ont même pas pu sauver leurs documents tellement ils étaient paniqués. Il y en a qui n'étaient pas à la maison, ainsi de suite. Tout ça, ça est sous les gravats. Je prends mon compteur de SODECI et CIE. Comment même j'achète un tabouret pour m'asseoir? Comment je fais? On a détruit les lits, on a détruit les fauteuils, les appareils électroménagers. On a tout détruit. Et puis on vient, on donne 250 000. Donc toutes ces mesures-là, en fait, il faut qu'on les revoie entièrement. Pour vous, c'est quoi les bonnes mesures, justement? Les bonnes mesures, c'est d'abord même d'éviter même de faire des déguerpissements abusifs. Il faut arrêter justement cette opération pour le moment. Il faut arrêter même ça. Très bien. Parce que la meilleure des mesures, c'est de faire un recensement avant de casser. Et quand on a fait le recensement, on évalue les biens, on indemnise les gens. Quand ils s'en vont, on prend possession du site librement. Oui. Donc, la meilleure des mesures, c'est le respect des textes qui commandent l'indemnisation préalable et juste. Ça n'a pas été fait et maintenant on fait quoi? Ça n'a pas été fait, maintenant on arrête. On fait un point, on répare les préjudices et puis on voit comment on poursuit. Parce que comme je le disais là, c'est pas mauvais de vouloir détruire les quartiers précaires. Mais quand le chef de l'État, par exemple, dit qu'il faut une opération de déguerpissement à visage humain, ça veut dire qu'il y a la volonté politique, justement, de... Non, mais ça, là même, c'est hypocrite. Excusez-moi, mais c'est très hypocrite. On ne détruit pas les vies des gens après pour venir parler de visage humain. Le chef de l'État devait ordonner l'arrêt de ces déguerpissements. Les réparations avant de poursuivre, en respectant maintenant les textes pour que ça ait un visage humain. Des mesures ont été prises, notamment donc l'installation d'un comité au sein de la primature pour justement suivre ces justement, opérations. à propos de ce comité-là même, ils l'ont appelé, quand j'ai lu le communiqué du Conseil des ministres, ils l'ont appelé cellule d'aménagement des quartiers précaires. Et puis on dit que son rôle, c'est le suivi des déguerpissements. Il y a un problème. Quand on parle d'aménagement là, ça veut dire que les gens ne partent pas, soit on restructure le quartier. En tout cas, il y a plusieurs types d'aménagement. C'est ça. Donc, on ne peut pas dire cellule d'aménagement et puis on dit c'est suivi des déguerpissements. Parce que déjà, le déguerpissement même est une violation des droits de l'homme. On devait dire cellule pour le suivi des déplacements involontaires de population. Et là, on va respecter les textes qui régissent les déplacements involontaires. Mais le simple fait même de dire que c'est une cellule d'aménagement, et puis c'est pas pour faire aménagement, c'est pour raser des quartiers. L'aménagement là, c'est pas raser les quartiers, c'est justement les aménager. C'est-à-dire définir un plan pour les rendre viables. Alors vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, on a annoncé la cellule, qu'on nous donne la liste. Parce qu'ils avaient annoncé 176 sites. Après, on nous dit c'est une trentaine. Mais il faut qu'on ait la liste de cette trentaine-là. Nous sommes en compagnie de Pulcher Balé. Si vous avez justement des questions à lui poser, vous pouvez nous appeler au 27 225 49 880. Nous sommes toujours en compagnie de Pulcher Balé, présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne, mais qui aujourd'hui nous parle plutôt de la coalition d'ONG de déguerpis et de menacés de déguerpissement. Justement, le déguerpissement était au centre de ces échanges. La coalition a identifié certains manquements justement de l'État qui ont été décriés, mais la coalition ne reste pas inactive. Justement, des actions vont être menées, notamment la liste des personnes déguerpies, mais également des actions concrètes sur le terrain pour que justice soit faite. Justement, quelles sont les premières actions dans le cadre de cette coalition que vous allez mener? Ok, déjà, dès qu'on a créé la coalition, on a fait une déclaration. Ensuite, nous allons, comme je l'avais dit, faire le suivi des différentes catégories de victimes que nous suivons.
Voilà, nous allons écrire au CNDH et au barreau parce qu'il y a des cas pour lesquels il va falloir aller en justice. Au CNDH parce que c'est la structure gouvernementale qui s'occupe des droits de l'homme. Et donc, globalement, nous allons aussi visiter tous les quartiers qui sont menacés. C'est pour ça qu'on demande la liste pour préparer les populations afin que ces déguerpissements-là ne soient pas... Vous demandez la liste à qui? On demande la liste à la fameuse cellule. On va écrire à la primature pour cela, mais on va demander aussi au ministère en charge de l'assainissement parce qu'en principe, c'est eux qui ont la liste des quartiers précaires. Alors, nous avons le téléphone ouvert, le 27 220 59 880. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, Votre nom, bonjour, vous nous monsieur. appelez d'où? J'appelle le Cocody. Très bien. Namori. Namori, bonjour. Alors, vous avez une question pour Pulchéri Balé, ou sinon, vous pouvez vous prononcer justement sur le énième déguerpissement du côté de Koumassi. Dans tous les cas, nous parlons de déguerpissement. Voilà. Bien sûr. Alors, je salue déjà la team, je salue aussi Mme Pulchéri Balé. Bonjour. C'est bien que la société civile se mette en marche et mène des actions, en tout cas, pour soutenir... pour être présent en tout cas dans sur ce genre de sujet, c'est très important parce qu'il faut avoir une voix des sans voix. Sur ce sujet, par contre, moi j'ai un petit problème. Je pense que c'est bien déjà toute l'énergie qui est déployée pour essayer d'aider ces populations, notamment les assister sur le plan juridique et tout. Mais par derrière, je pense qu'il ne faut pas être dans du surréalisme. Pourquoi je le dis? Première chose, ces gens qui ont été déguerpis, ils ont été déguerpis sur certaines bases. C'est vrai qu'on parle de dédommagement, effectivement, certains d'entre eux méritaient d'être dédommagés, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une bonne partie aussi pour laquelle le droit n'autorise pas forcément qu'il y ait dédommagement. Parce que ces personnes ont occupé des sites illégalement. C'est clair, le droit est clair. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il est nécessaire d'arrêter cette opération pour justement faire le point? Non. À un moment, il y a certaines choses qui demandent justement que l'État prenne ses responsabilités. Ses responsabilités doivent être prises. Nous avons besoin que ces espaces soient déguerpis. Moi, je suis ivoirien. Je veux bien que ces espaces soient déguerpis, qu'ils soient protégés. Parce qu'en plus de l'impact environnemental, il y a l'impact sécuritaire, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et j'ai vu que depuis 2014-2013, il y a des opérations de déguerpissement qui ont été menées. Ces populations, il y en a nombreux qui ont été prévenus. On prend le cas de Boïbana, il y a eu des recasements qui ont été faits sur Songo. Certains vendent leur maison là-bas et viennent s'installer là encore, ou occupent les maisons et mettent des gens, le reste en location. J'entendais parler du fait qu'il fallait négocier sur les délais de déguerpissement et tout, mais il y a des personnes, des larges délais ont été donnés à plusieurs personnes qui n'ont pas été déguerpies. Pulchéri en parlait tout à l'heure. Quand on déguerpit et quand on ne fait rien, les populations reviennent s'installer. Est-ce que là... À un moment, il faut avoir pitié aussi des gouvernants et de l'État de Côte d'Ivoire. À un moment, on demande que les gens quittent les sites. On vous donne, on prend des mesures, on indemnise certains, on indemnise la plupart pour leur demander de quitter. Ils quittent et on dit non, comme ils ne sont pas venus faire, donc ça veut dire qu'on peut revenir occuper l'espace. Demain qu'on vient de déguerpir, on crie à l'injustice. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le déguerpissement, pour parler comme le chef de l'État, ait un visage plus humain? D'accord. Dans un premier temps, d'abord le droit. Puisqu'on parle naturellement de droit, le droit dit quoi? C'est là que parle Pulchéri Balé. Naturellement, en termes de droit administratif, lorsqu'il y a des expropriations de personnes qui ont des titres fonciers, qui ont la propriété justement de ces biens-là, l'État dédommage. Et c'est ce qui se fait. Alors, si vous occupez un espace de façon illégale, l'État est libre de vous dégager comme il le veut. Maintenant, quand le président de la République, naturellement avec son programme, la Côte d'Ivoire solidaire, souhaite qu'on ait un déguerpissement à visage humain, il interpelle le gouvernement à travers son ministère de la Solidarité pour voir quel type d'appui il peut être en train d'apporter. Mais même au niveau de cet appui-là, il ne faut pas exiger qu'on soit en train de peigner les cheveux de tout le monde tous les matins. Ils ont fait ce qu'ils peuvent, ils ont fait quand même un geste qu'il faut saluer. Et quand une organisation de la société civile, je pense qu'à un moment aussi, il faut s'adresser même aux citoyens pour leur faire comprendre exactement ce qui se passe. Et leur faire comprendre lorsqu'ils ont tort, qu'ils ont tort. Et ça aussi, c'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait de manipulation politique sur ce sujet. Très bien. Nous sommes ivoiriens,
nous voulons que les choses évoluent, mais il faut faire attention. Je loue bien le courage de Mme Pulchéry Balé, mais je souhaiterais que cette démarche soit beaucoup plus crédible, pertinente et objective. Merci, vous nous avez demandé. Impartial. Vous nous avez demandé d'avoir pitié du gouvernement, en tout cas, on l'a compris. Et pour dire simplement que pour vous, les actions du gouvernement, justement, les 5 mesures adoptées par le Conseil des ministres, sont justement une piste de solution pour soulager. Sont applaudis. Elles ont déjà applaudi. Merci beaucoup, Namori, pour. Elles ont déjà applaudi. On applaudit, et après, merci. on peut faire les négociations pour obtenir un peu plus. Merci beaucoup. Sinon, venir dénigrer correctement toute l'action, je pense que c'est pas juste. Non, je crois pas qu'on a dénigré toute l'action. Mais merci beaucoup pour votre point de vue. C'est votre point de vue. Voilà. Vous êtes libre de le penser. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Allô? Vous nous entendez? Bonjour. Vous appelez d'où? Oui, je vous entends très bien. Allô? Julien Gogo. Julien Gogo, bonjour. Alors, nous sommes en compagnie de Pulchéry Balé, avec qui nous parlons justement de l'opération de déguerpissement et des actions menées par la coalition pour justement venir en aide à ces personnes. Vous avez un avis sur cette question ou une question pour Pulchéry Balé? Oui, je vais louer d'abord le courage de cette dame, de Pulchéry Balé, parce que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, elle n'y gagne rien à mettre sa vie à danger, c'est un cas dont on parle. La société civile, nous, ce qu'on fait de façon délibérée, c'est un don de soi. On n'y gagne rien. C'est pas comme de la politique où on peut parler de façon, faire des discours négatifs ou bien, je vais dire, politicien pour avoir un poste. Donc là, il faut qu'on loue son courage, parce que c'est une mère de famille, c'est une question complexe, c'est ce genre d'action. Maintenant, on revient un peu au cas de déguerpissement en Côte d'Ivoire, où je suis un peu d'accord avec l'intervenant précédent, M. Namori, dans le cas de certains sites où les occupants ont été dédommagés et ils restent avec la mauvaise foi. Ça, c'est par contre de la mauvaise foi. Donc, M. Gogo, vous pensez plutôt que la coalition, justement, ou les activistes devraient aller plutôt sensibiliser les populations? Non? Oui, elle doit le faire, mais vous savez, quand on a une coalition type de société civile, quelle que soit la position du citoyen, on veut qu'il y ait moins, qu'on fasse moins de tort. On parle de droits de l'homme. Vous voyez, droits de l'homme, même quand c'est un prisonnier, même quand c'est un assassin, il a ses droits. Donc, même si l'occupation est illégale, le déguerpissement doit être humain. Donc là, c'est pourquoi... Donc, quelles sont les réserves, justement, que vous émettez par rapport aux actions de la coalition? Quelles sont les réserves que vous émettez justement par rapport aux actions de la coalition? Non, les réserves, c'est que je ne veux pas que ça soit des réserves sur une question politique. Très bien. Il faut qu'on le comprenne. C'est-à-dire que souvent, on ne fait pas de différence entre la pression pour obtenir un résultat pour la société civile ou une pression pour pouvoir faire dégager un pouvoir politique. Très bien. En Afrique, pratiquement, il y a forcément une ligne. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'on constate ici. Ici, on a un cas de personnes en danger, donc elles réagissent. Maintenant, l'action doit être poursuivie pour que, dans les mesures là, qu'on tienne compte de cela. J'ai lu, comment on appelle, un bail amphithéotique. Mais c'est dangereux. Un bail amphithéotique, c'est de 18 à 99 ans. Et ça veut dire que si on ne lit pas les bonnes transcriptions faites pour dédommager les gens, ce bail-là va expirer d'ici 99 ans. Ça veut dire que M. Gogo et son fils, d'ici peut-être une génération, 2 générations, après le bail ne leur appartient plus. Il faut éclaircir les thèmes. Parce que le gars qui a dit un bail amphithéotique, ok, 99 ans, ça paraît long, mais c'est la vie d'une entreprise. Et après, qu'est-ce qu'on fait? C'est un bail définitif, mais c'est un bail où on vraiment définit des conditions plus fortes pour dire, ok, après ça te revient. C'est un bail amphithéotique de 18 à 99 ans. À 20 ans, l'État peut dire, ok, le gars, je peux te dégager parce que j'ai besoin de mon bail. Donc, il y a des thèmes qui sont quand même un peu... à éclaircir. Il faut les éclaircir. Merci beaucoup, M. Gogo. Alors, Pulchéry Balé, vos réactions par rapport à ces 2 premiers auditeurs qui sont prononcés? D'accord. Le premier intervenant a demandé qu'on ait pitié de l'État. Bon, moi, je ne comprends pas parce que normalement, l'État est censé garantir la sécurité. Pour lui, l'État fait beaucoup. L'État a déjà fait beaucoup. Bon, c'est son droit de penser que l'État fait beaucoup. Mais nous, en tant qu'ONG, on pense aux droits des populations. Et il y a des droits fondamentaux qui sont violés à travers ces déguerpissements. Le droit à la vie. Parce que quand vous jetez quelqu'un dehors, il est dans l'insécurité totale. Il y a des bébés qui sont décédés, il y a des vieux qui sont décédés. Le droit à l'éducation, on a cassé des écoles. Même là où on n'a pas cassé d'école,
c'est des familles qui sont déguerpies, qui vont avec leurs enfants, qui perdent ainsi leur scolarité. Il y a le droit à la santé. Parce que quand ils sont dans la rue comme ça, dormir à la belle étoile, ils sont exposés aux maladies. Il y a le droit au logement même, puisqu'on a cassé leur maison. Et tout ça, ce sont des droits qui sont garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été ratifiée par tous les pays et qui sont garantis par notre Constitution. Donc, c'est à l'État d'avoir pitié plutôt des citoyens. Maintenant, il a parlé aussi de dénigrement. En fait, c'est eux-mêmes qui politisent le débat. Parce que tout ce que nous défendons là, il y a de tout dedans. Notre problème, c'est l'être humain qui est détruit, c'est la famille qui est détruite. Ça n'a rien à voir avec une coloration quelconque. Et on parle de respect des textes. C'est pas parce que quelqu'un occupe un site, d'après eux, illégalement, qu'on doit détruire sa vie. C'est de ça que nous, on parle. Et tout à l'heure, je parlais de la responsabilité de l'État qui est engagé. C'est à l'État de protéger les zones non constructibles pour ne pas que les gens les habitent. Quand les gens les habitent là, l'État est coupable aussi. Parce que les gens qui habitent tous ces sites-là, ils payent des impôts, ils payent des taxes. Donc, c'est comme si l'État les légitimait. Maintenant, là où on a déjà dédommagé des gens, mais on libère les sites et puis on les protège, quitte à faire une clôture ou je sais pas quoi. Pardon de vous couper, Madame Pulchéry. Nous avons un dernier auditeur en ligne pour... Allô, bonjour, auditeur en ligne. Cocorico. Oui, monsieur le messager. Quel est votre avis alors? Bien, Yako à tous les sinistrés et Yako aussi aux futurs sinistrés. Mais il faut dire une chose, le processus doit continuer, le programme doit continuer. La Côte d'Ivoire a un rang téning. Nous sommes sensibles, c'est vrai, mais en l'état actuel des choses là, on ne doit pas regarder dans les yeux de quelqu'un. Que pensez-vous des actions de la société civile? Que pensez-vous des actions de la société civile? J'en arrive. On ne doit pas regarder dans les yeux de quelqu'un. Par conséquent, le projet doit suivre son cours normal, sans état d'âme. Cependant, le process que les uns et les autres décrivent est vrai, est une réalité. En ce qui concerne singulièrement le cas de Koumassi à Numambo, je souhaite qu'on cherche à les recaser quelque part, parce que le secteur des ferrailleurs est un secteur qui brasse des milliards. Le ministère du Commerce doit, dans ce cas-là, épauler le district, recaser sa zone quelque part, les structurer très bien, afin que l'État aussi, quelque part, essaie d'avoir ce qu'il doit avoir. Maintenant, la société civile est dans son rôle. La société civile est dans son rôle. Elle se bat pour avoir bonne figure. Elle se bat pour avoir bonne figure. Elle se bat pour ne pas avoir bonne presse. Elle se bat pour ne pas qu'on dise bon ben rien n'est fait. Je suis d'accord. Mais à la vérité, c'est des projets dont notre État a besoin, dont notre pays a besoin. Il y a des réalités qu'on vit. C'est des endroits insalubres. C'est des endroits où il n'y a pas de sécurité. C'est des fumoirs. C'est des ghettos où il y a des dealers qui vont sévir. Voilà les réalités. Voilà les réalités. Bon, je pense que la majorité des Ivoiriens n'est pas totalement contre les déguerpissements, mais on demande justement... Mais évidemment. C'est la manière dont c'est fait. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai demandé que ça soit structuré. À l'instar, par exemple, du grand marché des Boaké, que les fédérés soient réinstallés quelque part sur nos sites à Abidjan, soit à l'épée, soit de l'autoroute. Il y a plein d'espaces où on peut les recaser. À l'instar de la gare d'Abobo, à Andokwa. Une nouvelle gare a été créée où les transporteurs ont été recasés. On peut faire la même chose pour ces différentes personnes-là. Et ça viendra. L'administration, c'est lent, c'est vrai, mais ça sera fait. Merci beaucoup. Merci, monsieur le messager. Merci. Courage à nous tous. Et bonne journée. Merci beaucoup, messager, pour votre il me semble que s'il y a une chose, en tout cas que je retiens de leur intervention et de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, quand le chef de l'État dit il faut un visage plus humain, c'est à tous les niveaux, c'est pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui disent certaines choses parce qu'ils ne sont pas concernés directement par ces actions. Le tout n'est pas d'arrêter, parce que si on a jugé qu'il était bon de le faire, c'est qu'il y a une nécessité quelque part. Mais je pense que dans toute chose, tout chef de projet pourra vous dire la même chose. Quand tu lances un projet, c'est penser de A à Z. Voilà. Il n'y a pas de place pour
être inhumain, violer des droits, mais il n'y a pas aussi de place pour être irrationnel. Voilà, ça c'était l'avis de Mahem. Nous allons terminer cette interview malheureusement avec Pulchérie Balé. Nous avons eu quelques auditeurs justement ces derniers. Votre avis et puis on enchaînera avec votre mot de fin sur cette émission. D'accord, merci. Je pense qu'elle a bien résumé les choses. Tu vas rejoindre la société civile. Il y a beaucoup de gens qui... Non, c'est une question de logique en fait. Absolument, non. C'est une question de logique. Quand on n'est pas concerné, parfois on ne comprend pas. Et moi, je pense que le troisième intervenant a été en contradiction même avec ce qu'il disait, puisqu'il a dit Yako, Yako. Après, il dit il faut continuer sans état d'âme. Nous, on n'est pas contre le développement. Ce que l'État a décidé de faire est une très bonne chose. Parce que on peut pas continuer avec les quartiers précaires. Quand bien même dans les pays développés, il en existe. Nous, on peut décider qu'on n'en veut plus. Tout ce qu'on demande, c'est que les choses se fassent dans le respect des textes. D'abord, il faut communiquer avec ces populations. Ne pas leur tomber dessus. Même les ferrailleurs, tout le monde. Les gens, on les informe, on prend des dispositions pour qu'ils se déplacent avant maintenant de prendre possession de ces sites. Donc, nous, on veut que ce soit fait selon les principes d'un déplacement involontaire. Je me suis focalisée sur ce qui concerne les victimes et les futures victimes, mais la coalition a aussi l'intention de faire de la sensibilisation auprès des populations des quartiers précaires qui ne sont pas encore concernées, pour que celles-ci s'apprêtent pour ne pas... Mesdames, Messieurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous, Pulchérie Balé.